Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à ce Facebook Live qui, je l'espère, deviendra une tradition dans notre manière de communiquer, où nous essaierons peut-être même de le développer avec d'autres personnes du club qui auront la possibilité de pouvoir venir s'exprimer et avoir ce contact direct avec nos supporters, nos sympathisants et toutes les personnes qui soutiennent le Sporting de Charleroi. Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de communiquer via ce canal? Parce que le monde change, parce que la communication a changé et qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'il y a une certaine forme de décalage entre ce que nous vivons au quotidien dans le club, les acteurs qui font le Sporting de Charleroi au quotidien, et toutes les personnes qui nous suivent de l'extérieur. Et il est évident qu'on sent une certaine forme de frustration à certains moments chez beaucoup de nos sympathisants, et notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi fait une analyse et nous nous rendons bien compte qu'à certains moments, cette frustration devient même prédominante chez certains, à un point où j'ai le sentiment, moi-même, lorsque j'en parle avec nos équipes de communication, de sentir même qu'une frange des personnes présentes sur les réseaux sociaux peut même se satisfaire de l'échec, de la défaite, pour pouvoir exister sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous devons, je pense, de manière régulière, essayer de communiquer pour faire en sorte que tout le monde comprenne exactement quelle est la vision du club, ce que nous faisons au quotidien et comment nous voulons continuer à faire grandir le Sporting de Charleroi, non plus depuis la reprise en 2012, où beaucoup de choses se sont déjà passées, mais maintenant où le Sporting commence à devenir un grand club en Belgique, et je l'expliquerai pourquoi est-ce que je peux me permettre de dire ça, et qu'est-ce que nous allons faire pour avancer encore et essayer de le faire grandir un petit peu plus, en espérant pouvoir un jour décrocher aussi des titres, et comme on en parle assez souvent, commencer à remplir cette vitrine à trophées qui, effectivement, pour le moment, est bien vide, je le confirme. Comment nous allons procéder ce soir? Des questions ont été posées, et ces questions, vous allez les voir, ont été classées par thème, en fond d'écran, et je vais essayer de répondre à chacune, je dirais, de ces thématiques de manière claire, synthétisée, pour ne pas prendre trop de votre temps non plus, et ensuite, nous donnerons évidemment la possibilité aux supporters qui n'auront peut-être pas eu les réponses à toutes leurs questions, de pouvoir encore poser les questions qu'ils ont en direct maintenant, et notre modérateur qui est ici présent posera directement ces questions à la fin de mon intervention. Qu'est-ce qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux? Nous vendons nos meilleurs joueurs. Il faut être très clair sur le business model du club. Depuis la reprise du Sporting de Charleroi en 2012, où nous étions dans une situation de faillite virtuelle, je rappellerai simplement rapidement que notre premier bilan affichait une perte opérationnelle de plus de 4,8 millions d'euros et des fonds propres qui étaient passés négatifs à hauteur de 3,5 millions d'euros. Le club était réellement en situation de faillite virtuelle. Nous avons travaillé et fait en sorte de pouvoir redresser la situation financière et aujourd'hui présenter un bilan qui est publié et qui est consultable au niveau de la BNB, qui aujourd'hui montre que le Sporting de Charleroi a des fonds propres positifs de l'ordre de 18 millions d'euros. Ça veut dire qu'en 10 ans, nous avons créé 20 millions d'euros de richesse. 20 millions d'euros qui ont été créés grâce au travail et aux fruits du personnel du Sporting de Charleroi. Contrairement à d'autres clubs, et nous reviendrons là-dessus un peu plus tard, le Sporting de Charleroi n'a pas fait d'augmentation de capital, il ne bénéficie pas d'apport de mécènes qui à un moment donné peuvent venir effectivement donner un effet booster, si on peut l'appeler ainsi, en augmentant de manière artificielle les richesses du club. Nous avons travaillé et nous avons réussi aujourd'hui à nous mettre dans cette situation où effectivement le Sporting de Charleroi est peut-être le club le plus sain de Belgique, mais doit faire face à une certaine forme de concurrence déloyale, là où d'autres ont la possibilité d'apporter des moyens que nous n'avons pas. Quelle est la situation aujourd'hui? Lorsque nous prenons le tableau qui montre quelles sont les sources de revenus pour pouvoir équilibrer notre budget, et en dehors de notre budget,
commencer à, je dirais, concocter une certaine forme de réserve qui doit nous permettre de pouvoir développer les projets importants du club, nous nous rendons compte que les transferts de joueurs aujourd'hui, c'est 50% de notre budget de fonctionnement. 17% viennent des droits TV, 17% de la publicité du sponsoring, 10% viennent de la billetterie et du shop et 6% d'autres recettes. Il est évident que le Sporting de Charleroi, pour pouvoir inverser, je dirais, son business model, doit simplement essayer de jouer sur ses curseurs. Au niveau des droits télé, la seule manière que nous pouvons la faire évoluer, c'est d'intégrer le G5. Nous n'étions vraiment pas loin, puisque nous avons réussi à nous positionner sur la 6e place du peloton. Et il est vrai que l'arrivée d'Anvers, avec les moyens colossaux que leur propriétaire leur a donnés à disposition, leur a permis aujourd'hui de peut-être terminer en cette fin de saison en fonction de leurs résultats dans le G5 et du coup de faire sortir le Standard de Liège et de mettre Charleroi dans une situation de balance, on verra, entre la 6e ou la 7e place. Quoi qu'il en soit, il faut être conscient que les seuls autres volets sur lesquels nous pouvons intervenir de manière directe, c'est la publicité, les tickets que nous vendons dans le stade. Et pour cela, aujourd'hui, il faut faire un constat que nous sommes à saturation dans le stade du Pays de Charleroi. Saturation où? Là où ça nous rapporte de l'argent. Les business sites et les VIP sont sold out toute l'année. Ces tribunes-là ont été rénovées et nous avons fait en sorte de pouvoir répondre aux normes, aux exigences de nos supporters et des sympathisants et des entreprises qui achètent les places en général dans cette partie du stade. La T4 a été améliorée de par les sièges debout que nous avons mises là. Et effectivement, la T4, tout le monde le sait, est sold out. Par contre, la tribune 3, qui est notre plus grande tribune, et on l'a vu d'ailleurs pour le match contre le Standard, où il y avait peut-être un peu plus de 4500 personnes dans cette tribune, le confort ne répond plus à notre demande. Et donc, nous devons, grâce au nouveau stade, pouvoir faire en sorte de bouger ces curseurs, de manière à peut-être pouvoir diminuer l'impact et l'importance de la vente des joueurs, et de cette manière-là, pouvoir jouer sur ces curseurs et faire en sorte de pouvoir garder, je dirais, un business model sur lequel on essaiera de combiner tant au niveau sportif que financier pour avoir encore une fois une politique saine, mais qui nous permettra peut-être de pouvoir donner plus d'équilibre à notre équipe. Malgré cela, et c'est une réalité du monde dans lequel nous vivons, je pense qu'il faut bien être conscient que toutes les équipes au monde, dans tous les championnats confondus, ont besoin, à un moment donné, de vendre des joueurs. Ce volet-là ne pourra pas sortir de notre modèle de fonctionnement. Et ça fait partie du monde du foot. Et tout le monde doit l'accepter. Maintenant, lorsque l'on dit que les résultats, parce que c'est quelque chose qui revient aussi sur les réseaux sociaux, que les résultats sportifs ne sont pas satisfaisants, je ne peux pas être d'accord avec ça. Pour la bonne et simple raison que lorsque l'on regarde le bilan sportif depuis la reprise du club en 2012, on se rend compte de manière très claire, et c'est un fait, c'est un constat, c'est la plus belle réussite sportive sur une période de 10 ans de toute l'histoire du club. Je ne l'invente pas, c'est des faits. Est-ce que pour autant, on doit se contenter de cela? Certainement pas. Notre volonté est très clairement de faire mieux. Notre volonté est très clairement de continuer à faire progresser le Sporting de Charleroi, tout en étant conscient, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la concurrence est rude, mais nous allons continuer avec cette base stable à essayer d'aller chercher de meilleurs résultats année après année. Et ça passera par quoi? Encore une fois, par une évolution constante du club, où nous allons travailler pour faire en sorte que la situation puisse évoluer de manière favorable et positive. Lorsque je vois aussi qu'il est dit que nous vendons nos meilleurs joueurs en janvier, je crois qu'il est très important aussi de parler de ce volet, parce que j'ai quand même le sentiment des fois, je ne vais pas parler de fake news, mais c'est probablement peut-être encore une fois un manque de communication de notre part qui permet à certains de véhiculer ce qui devient un fantasme.
vous allez voir juste maintenant un tableau sur les 5 dernières saisons. 3 titulaires ont été vendus en janvier. Cette année, Shamar Nicholson. En 2021-2020, personne n'est parti. En 2019, nous avons eu Christian Benavente qui nous a quittés. Et en 2018, Dodi Luque-Bacchio. Je crois qu'il faut bien être conscient qu'aujourd'hui, notre volonté, encore une fois, est de toujours essayer de trouver cet équilibre sportif. Nous sommes partis aujourd'hui sur un nouveau cycle. Ce nouveau cycle de 3 ans que nous avons mis en place aujourd'hui avec l'arrivée d'Edward Steele nous a permis de rajeunir considérablement le noyau. On a sorti 18 joueurs cet été. 9 nouveaux nous ont rejoints. 6 nous ont quittés de nouveau cet hiver et 3 nous ont rejoints. Il faut bien être conscient que nous n'avons pas de baguette magique, comme je l'ai souvent dit, et que nous devons construire sur des bases qui ont été mises en place. Tout le travail qui est mis aujourd'hui en place au niveau du Sporting de Charleroi, j'en parlais ce matin avec nos équipes internes qui ont encore une fois du mal des fois à comprendre pourquoi est-ce que l'extérieur ne voit pas ce que l'on fait. Parce qu'en réalité, sauf si on fixe une caméra derrière moi et toutes les personnes qui travaillent au quotidien dans le club, très certainement Edward Steele, l'extérieur ne peut pas voir qu'aujourd'hui, nous avons investi massivement, grâce aux moyens que nous avons aujourd'hui à notre disposition, pour ne plus laisser la place au hasard. La création d'un département performance où nous cherchons à faire évoluer nos joueurs au quotidien, et probablement qu'on fera aussi, on communiquera exactement sur la manière de procéder et quel est le modèle de fonctionnement que nous avons mis en place, doit permettre à un moment donné à tout le monde de comprendre que notre vision, elle est claire, elle est ciblée. Cette année était probablement une année de transition, pour les différentes raisons que j'ai citées. Le nombre de joueurs rentrant, sortant, le rajeunissement du noyau, l'arrivée d'Edward Steele, un nouvel entraîneur, la mise en place d'un staff qui a été énormément remanié autour de lui, et cette volonté de ne plus rien laisser au hasard. Je suis persuadé que lorsque l'on comprend tout cela, on ne peut pas être mécontent de terminer dans les playoffs 2. Il faut donner une explication claire sur ces playoffs 2. Ces playoffs 2 ne sont plus les mêmes playoffs 2 que nous avions avant. La formule, la compétition belge a changé. Nous avions à l'époque 16 équipes, avec un playoff 1 à 6 équipes, et ensuite des playoffs 2 et même des playoffs 3. Et c'est vrai que les playoffs 2, bien que nous les ayons gagnés 2 fois avec le Sporting de Charleroi, n'étaient pas la plus belle des compétitions. Aujourd'hui, le playoff 1, c'est le Champions Playoff, et le playoff 2, c'est l'Europe Playoff. Ça veut dire de manière très claire qu'aujourd'hui, nous serons en compétition, je l'espère, dans ces playoffs 2, avec des équipes qui vont se battre pour essayer d'aller accrocher une place européenne. C'est ça la réalité. Et ce n'est plus les mêmes playoffs qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie des équipes en Belgique se fixent comme objectif réaliste d'être dans les playoffs 2, et peut-être que les 3-4 plus grandes équipes ont cette obligation d'atteindre les playoffs 1. Nous essaierons, comme nous l'avons fait par le passé, de toujours être en compétition pour aller atteindre les meilleures positions. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de la situation dans laquelle nous sommes, nous devons être satisfaits d'avoir réussi pour cette première année de transition, encore une fois, à atteindre des objectifs qui, somme toute, me rassurent pleinement et nous donneront certainement l'espoir d'être meilleurs la saison prochaine et encore meilleurs celle d'après, puisque de nouveau maintenant, nous avons aussi une stabilité, un rajeunissement de notre noyau, où il est évident que nous n'allons pas vendre tout notre noyau cet été. On devra vendre probablement l'un ou l'autre joueur, mais on aura une ossature de base qui nous permettra de pouvoir continuer à progresser et à travailler intelligemment. On voit aussi sur les réseaux sociaux que nous n'avons pas de directeur sportif. Non, de manière très claire, puisque les responsabilités du directeur sportif sont occupées par l'administrateur délégué que je suis dans le club. On a toujours fonctionné de cette manière, et je pense qu'il faut être conscient aussi que notre politique fait envier énormément de clubs en Belgique. On est reconnu pour être un des spécialistes du recrutement intelligent, d'aller chercher des joueurs,
de les payer peut-être le moins cher possible, de les préparer, les former et d'essayer de les vendre le plus cher possible pour nous permettre de continuer à faire développer nos projets. On a une méthodologie qui fonctionne bien. Et on a surtout un administrateur délégué en ma personne qui est là au quotidien et qui fait un travail de relais avec le coach et avec le reste de la direction qui ne nous donne pas aujourd'hui le besoin nécessaire d'avoir un directeur sportif. Par contre, nous continuons de faire évoluer en permanence les positions clés et importantes du club. Et nous sommes en train de restructurer encore maintenant notre politique, non pas de recrutement, mais la structure qui va autour. Pourquoi? Parce que nous avons des scouts qui travaillent pour nous, nous avons un réseau aujourd'hui, depuis pas mal d'années, qui fonctionne bien, et donc nous allons simplement essayer de travailler avec une formule très claire, qui est celle de pouvoir anticiper un maximum. C'est aussi quelque chose que l'on entend régulièrement. Et comment est-ce qu'on peut anticiper? Tout simplement en prenant en considération notre noyau actuel, et d'avoir une liste en permanence de 3 ou 4 joueurs à chaque position qui correspondent au profil de joueurs que nous avons besoin dans le style de ce que veut appliquer et mettre en place notre entraîneur. Et cette liste, en permanence, nous permettra de pouvoir faire face à tout moment et à tout instant au départ d'un joueur important. C'est ce process-là que maintenant nous sommes en train de dessiner. Il est en train de prendre forme et j'espère qu'on continuera à être dans la même dynamique que dans celle que nous avons été lors de ces dernières années, avec les nombreux succès que nous avons connus. En ce qui concerne, parce que je pense qu'il est quand même important d'en parler, de l'arrivée de Youssouf Badji et de Vakoun Bayo, vous verrez, et j'en suis intimement convaincu, et le coach aussi également, que ces 2 joueurs, après une période d'adaptation absolument nécessaire, et on voit déjà que Vakoun commence à trouver beaucoup plus ses coéquipiers sur le terrain, il est indéniable que Youssouf Badji nous montrera aussi très rapidement ses qualités et, je l'espère, nous permettront de faire de très bons play-off 2. L'explication par rapport au play-off 1 a été donnée. Et lorsque nous lisons aussi que nous ne comprenons pas les choix du club, encore une fois, on va essayer d'être le plus transparent possible avec vous. On va essayer très clairement de trouver le moyen, encore une fois, dans ce monde dans lequel la manière de communiquer a tellement changé, où grâce au smartphone, vous êtes tous tellement connectés à votre club, de trouver les moyens de vous apporter cette assurance que nous sommes les bonnes personnes aux bons endroits. C'est important pour nous. C'est important de sentir que nous sommes soutenus. Je me souviens, lorsque, en janvier 2014, lorsque nous avions été contraint de vendre 3 joueurs sur le mois de janvier, qui étaient Daniel Milicevic, David Paulet et Onur Kaya, j'avais pris la décision d'aller à l'encontre de tous les clubs de supporters, chose que j'ai faite, et j'avais été leur présenter le plan 3-6-9. Je leur avais demandé, à chaque fois que je quittais la salle, de nous donner 6 mois, 1 an, le temps en tout cas de leur prouver que tout ce qui avait été écrit dans ce plan 3-6-9 serait respecté, et que si nous respections nos engagements, que nous avons besoin du soutien de tous nos supporters. Aujourd'hui, je ne peux que réitérer la même chose. Vous devez nous faire confiance. Est-ce que le plan 3-6-9 n'a pas été respecté à la lettre? Est-ce que le plan 3-6-9 revisité n'a pas été respecté? Est-ce que, aujourd'hui, le plan Horizon 2024, qui doit être la pierre d'achoppement d'une première partie du projet du club, n'est pas en train d'être respecté? Si vous faites l'effort de lire ce qui avait été écrit, et je dis toujours, les écrits restent, les paroles peuvent s'envoler, mais les écrits sont là, et les traces seront toujours là. À vous de vérifier. Je veux bien être critiqué, je veux bien accepter toutes les critiques, quelles qu'elles soient. Je ne veux pas diviser nos supporters. Ce n'est pas l'objectif. La volonté n'est pas de faire à un moment donné un clan qui dit pour ou un clan qui dit contre. Je dis simplement, analysez les faits et la situation par des faits. Et vous verrez que ce que nous disons est respecté. Et à partir du moment où vous faites réellement ce constat, je ne peux que dire une chose, on a besoin de votre soutien pour continuer à grandir. J'en viens maintenant au volet du stade. Le futur stade est aujourd'hui, je pense réellement, le meilleur moyen
de pouvoir faire passer le Sporting de Charleroi du stade dans lequel nous sommes au stade de devenir un grand club. Ce stade va réellement nous permettre de pouvoir bouger les curseurs que nous avons vus tout à l'heure et de faire évoluer les ratios en pourcentage de notre source de revenus. Cette enceinte multifonctionnelle va réellement nous permettre de pouvoir faire vivre une expérience différente à tous nos supporters. Le confort qu'il y aura dans ce stade, l'expérience que le public va vivre du moment où il recevra son ticket et qu'il quittera sa maison pour arriver au stade, avec les différents moyens d'accès que nous allons leur mettre à leur disposition, la facilité avec laquelle ils pourront passer de bons moments avant le match, pendant le match, après le match, et de créer une atmosphère qui fera vraiment en sorte que si le spectacle est présent et que le Sporting de Charleroi continue et progresse encore dans ses résultats sportifs, indéniablement, le nouveau stade de Charleroi deviendra un vrai chaudron dans lequel tout le monde prendra beaucoup de plaisir et où, je l'espère, nous irons chercher de nombreux trophées. C'est ça notre volonté. Il faut être ambitieux aussi en fonction de nos moyens. Aujourd'hui, peut-être que c'est difficile, mais lorsque nous voyons les analyses financières qui ont été faites sur l'évolution qu'aura le Sporting de Charleroi dans ce nouveau stade, je peux vous dire qu'on aura les moyens de pouvoir être en compétition avec les grandes équipes de ce pays. Un autre élément très important, qui revient aussi régulièrement, nous ne nous reconnaissons pas dans les joueurs. Pourtant, il y a de la stabilité. Alors c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de changements, mais nous nous sommes rendus compte par le passé que le Sporting de Charleroi a été un des clubs les plus stables, et même sur une certaine période, je me souviens d'une étude qui avait été faite, qui avait dit que le Sporting de Charleroi était même les équipes les plus stables au monde. C'est ça notre volonté. Mais en dehors aussi de cet aspect où nous voulons vraiment toujours avoir un noyau qui nous permet de pouvoir travailler avec des joueurs qui sont là depuis de nombreuses années, parce que c'est eux qui portent ensuite l'équipe et transmettent d'une certaine manière l'ADN que nous essayons d'avoir aujourd'hui à Charleroi, l'école des jeunes. La formation aujourd'hui est extrêmement importante à Charleroi. Nous nous battons chaque année et investissons maintenant plus de 2 millions d'euros récurrents chaque année pour pouvoir faire en sorte que notre noyau professionnel soit aussi constitué de joueurs issus de notre centre de formation. Les meilleurs exemples cette année, Jackson Tchatchoua, Martin Wazinski, Maxime Buzy qui nous a quittés la saison passée. Ces profils-là, aujourd'hui, démontrent que ça y est, c'est en train de payer. Et chaque année, j'espère très concrètement que nous aurons 2 à 3 joueurs qui pourront intégrer notre noyau professionnel. Non pas simplement pour dire qu'ils sont là pour faire le nombre, mais réellement pour être des concurrents, pour entrer dans le 11 de l'entraîneur. C'est déjà le cas cette année et nous continuerons à suivre cette évolution de manière à faire en sorte peut-être que l'identification soit encore plus forte au travers de nos joueurs. Les différents thèmes ont été soulevés. Je suis persuadé qu'il y a eu encore pas mal de questions qui ont été soulevées et je donnerai dans peu de temps la parole à Damien de manière à ce que celui-ci puisse me poser des questions. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que, encore une fois, on n'est pas en situation de crise. Je ne suis pas là pour justifier de manière malsaine un état des lieux qui ne le mérite pas. Notre volonté est réellement d'essayer de pouvoir communiquer du mieux possible avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un monde qui change de plus en plus et avec lequel nous devons utiliser les supports qui sont à notre disposition pour pouvoir communiquer du mieux possible avec vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous essaierons de faire en sorte que de manière régulière, les différents intervenants du club, que vous devez apprendre à connaître aussi, parce que le Sporting de Charleroi grandit, et que le Sporting de Charleroi, ce n'est pas simplement Mehdi Bayat, c'est toute une équipe qui travaille bien, qui nous a permis d'avoir de bons résultats sportifs, et surtout d'aller chercher des résultats financiers qui nous ont permis de faire grandir le club de manière extrêmement saine. Merci pour votre attention. Et je donne directement la parole à Damien pour qu'il puisse me poser les éventuelles questions qui sont intervenues pendant ce Facebook Live. Merci Mehdi. C'est vrai que pas mal de questions avaient attrait au dernier mercato, avec cette question qui revenait certainement très souvent. Pourquoi avoir choisi des prêts comme formule de transfert et pas des transferts définitifs?
Ces formules de prêt nous donnent une certaine forme de garantie. Lorsqu'on va chercher des joueurs dans le profil de Youssouf Badji ou de Vakoun Bayo par exemple, il faut savoir que ces deux joueurs par exemple, ou même tout autant Dan et Mans, sont des prêts avec option d'achat. Nous n'aimons pas les formules de prêt sans option, puisque finalement c'est une certaine manière de mettre en avant un joueur pour quelqu'un d'autre. Par contre, lorsque nous faisons des prêts avec une option, ça nous permet de pouvoir connaître le joueur, voir son attitude, sa mentalité, son état d'esprit. On peut analyser un joueur, footballistiquement parlant, mais il est très compliqué de pouvoir analyser l'attitude et la mentalité d'un joueur lors d'un entretien d'1 heure avant de le faire signer son contrat. Et c'est pour ça que cette formule de prêt me paraît être bonne et nous permet, encore une fois, d'essayer de minimiser les risques d'échec et de maximiser les chances de rendement positif lorsque nous recrutons un joueur. Et donc, nous nous rendrons compte, tout simplement, que si à un moment donné, et c'est pour ça qu'aussi il y a des formules de prêt plus longues que 6 mois, Youssouf Badji est parti pour être avec nous pendant 18 mois, ce qui nous donne le temps de pouvoir le préparer. C'est exactement la même situation avec Dan Mans. Et par contre, avec Vakoun Bayo, que nous connaissions très bien déjà, puisque c'est un joueur que nous voulions transférer avant qu'il aille à Gand, qui avait plus de moyens que nous et qui a pu l'acheter. Finalement, aujourd'hui, la situation devient plus, je dirais, raisonnable pour nous et on verra ce qu'il en est en fin de saison. Mais je vous avouerai que j'ai qu'une volonté, c'est que Bayo réussisse chez nous et que nous levions son option. À partir du moment où il y a des options, je pense que les prêts restent des solutions intéressantes qui nous permettent de limiter les risques. Autre question relative au conflit avec la Russie. Est-ce que le transfert de Shamar Nicholson sera payé dans son entièreté? Et y a-t-il éventuellement possibilité de le ramener ou pas, ou d'autres joueurs du championnat russe? Non, je pense que pour le moment, la situation est très claire. Le championnat russe continue de se jouer sans problème. Ils ont eu peut-être des problèmes avec l'UEFA, la FIFA. Peut-être que certaines équipes ont été exclues de compétitions européennes. Mais le championnat russe se joue. Shamar a d'ailleurs joué. Il a marqué hier et je le félicite en live d'ailleurs pour son premier but dans le championnat russe. Mais non, il n'y aura pas de problème. Nous avons des contacts réguliers avec le club de Shamar en Russie. Et je pense qu'il ne faut pas pénaliser, je dirais, les Russes de manière générale et le club qui essaye de vivre sa vie de manière tout à fait normale et logiquement nous n'aurons aucun problème par rapport au paiement. Autre chose, comment expliques-tu qu'un promu tel que l'Union arrive directement à mener la danse en Division 1? Que penses-tu de cette concurrence? Je pense que l'Union est un club très atypique. Alors premièrement, je pense qu'ils ont un très bon entraîneur qui a été formé, je pense, au Sporting de Charleroi en partie. Et ils ont fait face à une situation très particulière qui arrive certaines années dans le championnat belge et d'ailleurs ailleurs, dans d'autres championnats aussi. Ça veut dire que c'est une année où toutes les grandes équipes ont fait face à des périodes difficiles. Et même le club de Bruges. Lorsqu'on voit le classement actuel et qu'on voit où se positionnent des clubs comme Genk, comme Gand, c'était une année. C'était cette année-là où il y avait une opportunité à saisir. Et je pense qu'avec la stabilité qu'il y a eu dans le noyau de l'Union, et souvent on dit d'ailleurs les équipes qui montent de D2 en D1 bénéficient d'une certaine forme d'énergie positive qui est là et qui les transcende. Et on l'a d'ailleurs souvent vu avec des équipes qui font pas mal de bons résultats lorsqu'ils montent de D2 en D1. Cette stabilité, le travail exceptionnel de Felice Mazou, couplé aux moyens des propriétaires de l'Union Saint-Gilloise, il faut savoir, appartient à Brighton et qui a injecté aussi pas mal d'argent et la possibilité d'aller recruter effectivement de très bons joueurs, leur ont permis d'être là où ils sont. Et c'est une bouée d'oxygène, je pense, pour le football belge. Ça démontre en tout cas qu'une autre équipe que le club de Bruges ou qu'un des prétendants au G5 puisse aller décrocher ce titre. C'est de très bonne augure et ça doit justement nous encourager, nous, le Sporting de Charleroi, à se dire qu'un jour, nous pourrions être dans la même situation. Le Sporting de Charleroi, tu le disais tout à l'heure, se dirige vers les Europe Playoffs. Quels seront les tarifs, les formules pour les abonnés ou ceux qui veulent venir voir les 3 matchs à domicile? Comme d'habitude, nous essaierons de proposer une formule, je dirais, très correcte. On a toujours été un des stades les plus démocratiques de Belgique et notre volonté sera évidemment de pouvoir faire en sorte que nos supporters puissent assister à ces rencontres
dans les meilleures conditions possibles et dans des tarifs tout à fait raisonnables. Évidemment, on communiquera dessus très rapidement une fois que cette qualification sera effective et que nous connaîtrons la situation. C'est quand même aussi important de le dire que nous sortons d'une situation extrêmement compliquée. Ça fait 2 ans, avec la situation du Covid, où nous avons été dans des années de compensation. Et vous le savez, on a essayé de trouver des solutions de compensation pour quasiment tous nos supporters, tous nos abonnés, que ce soit tant en B2B qu'avec les abonnés je dirais, privés. Mais cette situation aujourd'hui doit aussi nous permettre, je l'espère, pour la première fois depuis longtemps, d'enfin faire des recettes. Nous avons besoin de ces recettes pour continuer à faire grandir le club. Et je pense que les gens doivent être conscients que c'est aussi d'une certaine manière un moyen de soutenir le club grâce aux recettes que nous dégagerons de ces playoffs 2. Une question aussi est arrivée en ce qui concerne le shop et l'e-shop. Est-ce qu'il y a des perspectives quant à notre boutique, qu'elle soit en ligne ou physique? Oui, très clairement. C'est effectivement une de mes grandes déceptions. J'aurais voulu que nous puissions développer une boutique digne de ce nom, avec une collection été, une collection hiver. On est en train de travailler vraiment sur tous ces sujets-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, entre autres, où nous avons décidé de faire appel à un directeur opérationnel en la personne d'Olivier Simons qui nous a rejoints, dont une des responsabilités sera évidemment de pouvoir nous aider à continuer à faire grandir le club dans différents domaines, et notamment celui-ci, où nous devons effectivement très clairement donner la possibilité à nos supporters de prendre du plaisir à venir dans cette boutique, de prendre du plaisir à aller sur Internet et de pouvoir faire des achats de manière simplifiée et surtout de trouver de manière régulière des nouveaux produits, des produits qui changent à l'effigie de leur club et des couleurs qu'ils soutiennent. C'est vraiment un de nos points les plus importants. Une des dernières questions, Mehdi, qui nous a été posée, c'est concernant d'éventuels futurs investisseurs. Est-ce que le Sporting de Charleroi est à la recherche justement d'argent frais, comme on dit? C'est une bonne question et c'est vrai que c'est une question que je me pose très régulièrement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit être dans la logique dans laquelle on est et continuer à faire grandir le club de manière stable, mais évidemment, ça prend plus de temps? Ou est-ce que nous devons à un moment donné peut-être ouvrir le capital du club à des investisseurs comme beaucoup d'autres l'ont fait, le club de Bruges l'a fait d'ailleurs aussi, et aller chercher aussi une augmentation de capital pour faire en sorte peut-être que ça ne nous prenne pas encore 5, 10 ou 15 ans pour créer les richesses nécessaires pour faire évoluer le club. Et donc, on verra. C'est une question qui sera analysée en interne, mais qui mérite effectivement aujourd'hui, dans le monde concurrentiel dans lequel nous sommes, d'être posée, et en tout cas de réellement faire l'état d'une analyse chez nous pour voir est-ce que nous pouvons grandir différemment ou est-ce qu'à un moment donné, nous devons peut-être nous positionner comme les autres. Merci Mehdi. Merci à tous pour votre attention et au plaisir de vous revoir tous et toutes très prochainement au stade du Pays de Charleroi pour de bons moments et de vibrer tous ensemble. Allez les zèbres et très belle soirée à tous.